Salam alaikum, Azul Villaoun, bonjour. Je me suis pris un peu en retard, j'étais en train de récupérer les feuilles, le stylo. L'essentiel. Je comprends maintenant pourquoi nous tournons en rond. C'est parce que les événements dont on dit qu'ils sont des tournants historiques sont devenus quasi quotidiens chez nous, à telle enseigne que nous ne les remarquons même plus. Et qu'à force de négocier les tournants historiques, nous nous sommes transformés en carrousel et en tourne et en danse, comme dirait Brel. Est-ce une sorte de fatalité, d'immunité sociale acquise qui s'enclenche d'elle-même, une indifférence de légitime défense pour tout ce qui vient du régime, une sorte de torpeur qui vous prend à chaque fois que le régime entreprend de vous inquiéter? Façon de leur dire à ces gens-là, vous pouvez vous mettre des bâtons dans les roues, vous tomber dessus et vous faire des crasses les uns les autres, livrer les uns sur les autres des révélations sur vos turpitudes, vous jeter vos ordures à la figure, mettre vos anciens collaborateurs à la retraite dans des placards, de les évacuer comme des malpropres, voire même de les jeter en prison. Nous, on n'en a rien à faire, pourvu que vous nous jetiez vos miettes et que vous nous laissiez en paix. Peut-être est-ce là, en effet, une façon de protéger sa santé mentale de cette indicible descente aux enfers, de toutes ces pollutions morales. En même temps, il faut le reconnaître, que c'est aussi faire l'autruche, que c'est se mettre la tête sous l'aile ou dans un trou pour ne pas voir le chasseur qui s'apprête à vous en coller une et boum. En fait, c'est quand même très étrange, voire même unique. Comment peut-on être aussi indifférent à son propre sort, à l'avenir de sa propre progéniture, faire comme si de rien n'était et passer son temps à courir après l'insignifiance, après des emballages de la vraie vie, quand les événements tragiques se précipitent, quand la menace de chaos se fait de plus en plus certaine, quand il ne fait plus aucun doute que cette prospérité factice qui a servi à nous leurrer va crever comme bulle de savon au soleil, que des millions de gens vont être plongés dans la misère, que l'insécurité va se réinstaller et peut-être, à Dieu ne plaise, pire que toutes celles que nous avons connues. Il en est ainsi de ce limogeage, ou de ce qui y ressemble du moins, de ce général le plus puissant du régime, Tawfiq le Fariq. Lui et son organisation ont été balayés comme un fétu de paille par on ne sait qui, sous l'impulsion dont on imagine quelle puissance, pour on ne sait quel motif, aussi crucial qu'il est imminent, vraisemblablement. Ce qui est arrivé au DRS et à son chef suprême était juste inimaginable. Un observateur qui l'aurait prévu il y a seulement 2 ans serait passé pour un farfelu. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et cela n'a pas eu plus d'effet sur l'opinion publique que si une chèvre s'était cassé une patte sur le mont de l'Ahmar Kheddo. Rien. L'événement a glissé sur l'opinion publique comme une goutte de pluie l'aurait fait sur le plumage d'un oiseau aquatique. Pas le moindre effet. Les canards continuent de cancaner, les salons politiques de ronronner, les shkaras de billets de banque de s'échanger, les bidonvillas de se construire, les baggaras de faire des tabaïat, les gloutons de s'empiffrer, les pauvres de crever, les faux dévots de pontifier, les faux démocrates d'éructer, les partis politiques de pérorer, le président de baver, son frère de régner, ses généraux de parader, ses oligarques de pomper, et le pays de sombrer tranquillement, méthodiquement, irrémédiablement. Rien ne bouge et rien ne fera bouger la société algérienne tant qu'il y aura encore de quoi assurer la grande zerda. Si la réélection, un 4e mandat d'un homme incapable de réciter la table de multiplication de 2, peut-être même de 1, n'a pas soulevé le moindre petit soupir, pas le moindre petit soupir,
Pourquoi voulez-vous que la mise à la retraite d'un vieillard susciterait-elle une clameur publique? Semble-t-on nous dire, dans le bon sens populaire. Et donc, tant va la cruche à l'eau. Aujourd'hui, par ordre alphabétique, les invités qui seront avec nous, Choueiter Sofiane, juriste et avocat, spécialiste en justice transitionnelle à Montréal. Saleh Dabouz, avocat et président du bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Faisal Mattawi, journaliste, qui m'aidera à poser des questions aux invités avant d'être amené lui-même à répondre à des questions d'internautes, parce que nous allons essayer une nouvelle formule aujourd'hui. J'ai ici ma page Facebook, où les gens qui connaissent ma page, Jamel Din Ben Chennouf, peuvent me poser des questions en direct sur ma page, et moi je les poserai aux invités, dont Faisal Mattawi. Donc, Saleh Dabouz, par ordre alphabétique. Alors, Choueiter, et qui est avec nous en Skype. Sofiane Choueiter, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Jamel Din. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, votre réaction comme ça, à chaud, sur cet événement qui semble ne pas plus en être un pour l'opinion publique, qui s'en bat l'œil. Quelle serait votre lecture de façon sommaire sur ce qui vient de se passer? Bon, premièrement, on peut le considérer comme un événement puisque l'Algérie vit sur un régime policier, un régime autoritaire, totalitaire. Il y a l'omniprésence de la police politique depuis l'indépendance de l'Algérie. Donc rien ne passe sans l'aval de cette police politique. L'émogeage ou la mise à la retraite de son directeur qui a régné pendant 25 ans, une longue durée de direction d'une police politique, et surtout à un moment où il y a eu un coup d'État et où il y a eu une commission des violations graves et systématiques des droits de l'homme, qu'on peut les qualifier comme des crimes contre l'humanité. C'est un événement. Mais ça démontre aussi, puisque c'est un régime qui n'est pas démocratique, qui n'est pas transparent, qui ne respecte pas le minimum des règles d'un état de droit, ça devient opaque. On ne sait pas exactement pourquoi il a été, est-ce qu'il a été premièrement limogé, ou il a été mis à la retraite, s'il a été limogé, pour quelles raisons? Est-ce que pour des raisons qui ont été données par le secrétaire général du FLN, il a échoué dans la position d'un président de la République qui parlait de feu. Soufiane Choueiter, je reviens à vous dans un moment, on ne vous entend pas très bien. L'équipe technique va vous appeler au téléphone, en plus que vous resterez avec nous en Skype, mais vous aurez le téléphone à votre oreille. On vous rappelle dans un petit moment. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous, Faisal, encore une fois. Bonsoir Jamal, merci à vous. Merci. Alors, un commentaire d'abord, sinon des questions éventuellement. Ben, commentaire, vous savez, malheureusement, l'opinion publique est toujours tenue dans l'ignorance. Parce que vous avez remarqué qu'il y a un changement important au sein des services secrets algériens, parce qu'on peut les appeler ainsi. Et malheureusement, la présidence se contente uniquement d'un petit communiqué, le ministère de la Défense également. Le ministère de la Défense qui, d'ailleurs, ces derniers mois, s'est distingué par une série de communiqués sur tout et sur rien également. Et donc, ce changement majeur qui paraît naturel dans l'ordre des choses, parce que, après tout, le général de corps d'armée, Mohamed Medienne, général Toufiq, 25 ans de service, 76 ans, il est tout à fait normal qu'il parte en retraite. Mais bien sûr, son départ prend de l'ampleur parce que lui-même était encore dans le système, et ce système est toujours là, parce que c'est pas parce qu'il est parti que les choses vont changer. Et donc, malgré tout ça, vous avez remarqué Jamel, dans les commentaires dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc., on est en train de parler de la périphérie du système. On ne parle pas du cœur des choses, c'est-à-dire ce manque de transparence, cette opacité totale, ces généraux dont on ne connaît rien du tout, qui connaît, à part les quelques informations qu'on connaît sur le général
général Tartag Bachir, on connaît rien de lui. Pourquoi cette opacité? Pourquoi ce manque d'information? Pourquoi ce manque de transparence? À ce moment-là, la balle est dans le camp du Parlement, parce que c'est lui qui, normalement, peut parler au nom de la population, représente la population, qui doit demander des comptes, et pour faire pression pour qu'on passe à la phase moderne, j'allais dire pré-moderne, c'est-à-dire la phase de la transparence. Mais Faisal, vous pensez que Parlement comme le nôtre est susceptible de pouvoir assumer un tel rôle? Justement, c'est pour ça que je dis qu'on est à la périphérie du phénomène. Qui a nommé le Parlement? Qui sont les membres? Bien sûr, je ne peux pas généraliser, je ne peux pas dire que tous les membres du Parlement ont été mal élus ou ont été désignés. Une bonne partie ont été désignés par le DRS. Et c'est pour ça qu'on est donc dans un cercle fermé. Parce que les gens, il me semble que ceux qui disent que l'influence du DRS est amoindrie, que le DRS est devenu un coquille vide, etc., se trompent lourdement. Le système n'a pas du tout changé parce que le général Tofir, il a eu tout le temps d'installer un réseau, lui bien sûr et d'autres, au niveau national, dans tout le pays, qui pourrait jouer un certain rôle à un moment donné. Et donc le changement, le véritable changement, serait que les services secrets ou le DRS, parce que tous les États en ont et que la situation actuelle dans la région sahélienne avec les menaces qui se multiplient en Libye, au Mali, avec le Boko Haram et la situation en Tunisie, exige d'avoir un front interne uni et avoir aussi des services secrets efficaces. C'est le moment de demander que ces services secrets soient réellement réformés. Pas une réforme de règlement de compte comme le fait Bouteflika, parce que le président Bouteflika ne fait pas ça dans le sens de moderniser, parce qu'il a eu 15 ans pour le faire, il l'a pas fait. Il a attendu la dernière année ou l'avant-dernière année de son 4e mandat pour commencer à faire des choses. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers une véritable culture d'État. Le Parlement, il faut le changer s'il le faut, et avoir de véritables instruments de contrôle, parce qu'on est face à un système où il n'y a aucun contrôle. Faisal, une question périphérique, mais qui pourrait être en plein dans le mille. On est en train de dire que Bouchouareb serait appelé à remplacer Sellel. Vous avez entendu parler de ça? Oui, vous savez, Jamal, l'Algérie, c'est le pays des rumeurs. C'est pour ça que je parle de l'opacité. Parce que l'opacité, c'est l'une des armes des régimes dictatoriaux. Ils ont été toujours utilisés dans l'histoire. Et il y a des rumeurs, effectivement, de changement de gouvernement. On parle de la venue du général Hamel au ministère de la Défense. On parle de la nomination de Boudiaf comme Premier ministre. On parle du départ de Sellel. On parle de la démission de certains ministres du gouvernement. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr, rien de cela n'est confirmé. On a vu tout à l'heure une dépêche de l'agence APS, Algérie Presse Service, annoncer une nouvelle mesure de restriction budgétaire du Premier ministre Sellel, demandant aux administrations de ne pas utiliser le téléphone, de ne pas faire des cadeaux, etc., pour dire que la situation économique est difficile. Et là, on est en train de conjoncturer, de parler de changement politique, alors que l'économie du pays va droit au mur. Restez avec nous, Faisal. Sofiane Choueter, avant de vous poser une question que je vais prendre de Facebook, que nous envoie, elles sont nombreuses les questions, je ne pourrai pas toutes les poser. Sofiane Choueter, vous qui êtes avocat, spécialiste en justice transitionnelle, est-ce que ce genre d'évacuation du principal criminel contre l'humanité, du principal criminel de guerre contre les populations, va le soustraire au compte qu'il doit rendre devant l'humanité? Bon, premièrement, il faut être clair. L'Algérie n'est pas encore dans une période de transition d'un régime autoritaire vers un régime démocratique. Il n'y a pas un processus de justice transitionnelle. Bon, il y a juste, officiellement, selon le communiqué de la présidence, on parle de la mise à la retraite. Mais sur le plan juridique et sur le plan politique, il y a des obstacles. L'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, et surtout les textes d'application de sa charte, l'ordonnance 06-01, dans son article 45, qui est clair, il interdit toute plainte ou poursuite pénale contre les agents de l'État, quel qu'il soit leur rang et quels que soient les services qui appartiennent. Aussi, il y a l'article 46 qui nous menace. Si nous, on discute l'agissement des agents de l'État lors de la sale guerre, on peut être poursuivi pénalement, peut-être même jusqu'à 3 ans et 5 ans de prison ferme. Donc ça, il y a un obstacle sur le plan interne juridique, donc on ne peut pas le poursuivre pénalement pour les crimes du passé.
Sur le plan politique, il y a un obstacle, puisqu'il n'y a pas une volonté politique réelle de faire la lumière, de rendre justice aux victimes. Parce que le fait de désigner, justement, le fait de désigner le général Tartak, qui est l'homme le plus aussi gradé dans le rang des services de renseignement, le plus dénoncé par les ONG des droits de l'homme, non seulement les ONG algériennes, mais aussi les ONG internationales comme Amnesty International, dans sa gestion d'un centre à l'époque des années 90, le centre de CPMI de Ben Aknoun, où il est devenu un monstre, les liquidations, la torture, de façon systématique, etc. Alors, le fait de désigner en premier lieu comme conseiller à la sécurité à la présidence, et maintenant à la tête d'un service, moi je ne dis pas service de renseignement, mais plutôt une police politique, c'est un acte politique de dire que nous ne sommes pas contre cet agissement, qu'on n'a aucune réserve sur ces personnes-là. J'aurais aimé de désigner une autre personne qui n'était pas impliquée dans les années 90. Il y en a des officiers supérieurs, peut-être même qu'ils ont été formés. Et pourquoi Sofiane Chouetre, pourquoi à votre avis, justement, vous soulevez un lièvre là, vous soulevez une question très intéressante. Pourquoi à votre avis, ce régime qui veut se donner l'image d'un État qui est en train de juste de restructurer un organisme très, très officiel et qui veut lui donner une direction, disons, très légale. Pourquoi, au lieu de choisir quelqu'un qui ne soit pas aussi marqué, parce qu'il en existe, des officiers de l'ex-DRS ou des officiers au sein de l'armée qui sont très propres, qui ne sont pas mouillés, qui n'ont pas les mains rouges de sang, pourquoi avoir choisi Tartak, justement, qui est très, très marqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message cherche-t-il à envoyer? Le seul message que c'est un pouvoir, que ce soit la présidence ou l'état-major de l'armée, c'est qu'elle n'est pas contre ces agissements sur entre guillemets, la méthode antiterroriste qui a été menée par les différents services de sécurité à l'époque des années 90. Donc c'est un choix, c'est une décision. Généralement, dans les pays qui se respectent, le moindre soupçon sur une personnalité, ça devient une réserve. On ne peut pas le désigner dans un poste très important parce qu'il y a une réserve. À partir du moment où il est suspecté, les gens on parle de le désigner. Là, on le désigne publiquement, sans problème. Et ce que je constate malheureusement, aucun parti politique en Algérie, aucune organisation aussi nationale des droits de l'homme n'ont exprimé leur réserve sur la nomination du général Tartak au poste d'un service police politique importante. La deuxième des choses, jusqu'à maintenant, exceptionnellement, on ne connaît pas les textes législatifs qui régissent ce service, le lien avec l'état-major, le lien avec la justice, on ne sait rien du tout. On ne peut pas le contrôler. Vous avez parlé tout à l'heure avec Faisal Matawi sur le contrôle parlementaire, mais on n'a même pas les textes législatifs, ils n'ont pas été publiés pour voir quelle est exactement la mission, quelle est la stratégie. Mais en même temps, Sofiane Chouetre, Tartak, en fait, il hérite d'une maison qui a été vidée de toutes ces parties. C'est une maison en ruine où il n'y a plus rien. Toutes les directions ont été affectées ailleurs. Les généraux les plus influents ont été mis à la retraite. Les agents de DRS auprès des ministres, des ambassadeurs, des commandants, des hauts commandants ont été retirés. Finalement, il hérite de quoi, Tartak? Mais justement, la question, elle est là. La question, est-ce qu'on n'a pas vidé ce service pour retirer des armes ou la capacité de nuisance? Ça, c'est dans la probabilité s'il y a une guerre de clan entre la présidence, l'état-major d'un côté et le général Toufik. Est-ce que ce n'est pas une manière d'enlever à Toufik sa capacité, si on peut dire, sa capacité de nuisance? Mais pourquoi l'avoir laissé en dernier? Moi, ce que je ne comprends pas, ils auraient pu procéder à l'inverse. Ça veut dire enlever Toufik et garder le DRS en tant que temps et récupérer la direction sur l'organisme et laisser le DRS fonctionnel, utile. Alors, ils ont fait l'inverse. Ils ont liquidé le DRS. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis, ça m'étonnerait que Toufik ne soit pas complice lui-même dans le démantèlement de son propre service, de son propre... Il y a plusieurs lectures. On peut dire peut-être qu'ils ont, au contraire, ils ont choisi, au début peut-être c'était difficile pour eux de les moger, donc ils ont au fur et à mesure, ils ont profité sur des conjonctures, telles conjonctures, et
ils ont éliminé ses prérogatives, sa capacité de nuisance. Une fois il est affaibli, et ça a été facile pour eux de les limoger. Une fois maintenant, ils ont désigné Tartag. Est-ce que Tartag, je ne sais pas, mais ce sont des probabilités. Moi, je n'ai pas les données ou les secrets de ce qui se passe à l'intérieur de ce régime. Mais est-ce que peut-être, est-ce que le général Tartag réellement va accepter de gérer une coquille vide, sans pouvoir, sans force, alors que quelqu'un qui est connu, qui est désigné par les anciens même officiers supérieurs des services secrets comme Mohamed Samraoui dans son livre Chronique des années 200, qui le désigne comme le monstre de Ben Haïknoul. Est-ce que lui, il accepte de gérer une coquille vide, ou peut-être il y a des promesses qu'au fur et à mesure, on va récupérer, le DRS va récupérer les prérogatives, les anciennes prérogatives de l'état-major, et qu'il revient au vieux temps, il retrouve sa jeunesse. Restez avec nous, Soufiane Choueter. J'accueille à présent Saleh Debbouz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous d'avoir appelé. Merci. Hier, j'ai lu un communiqué de la LAD paru sur les réseaux sociaux où vous tenez un discours qui est vraiment d'une grande perspicacité, où vous dites, oui, c'est vrai, en substance, hein, le général Hassan, le XYZ, qui se plaignent maintenant, ils ont raison et tout, mais il aurait fallu peut-être qu'ils se rendent compte que tout le monde peut être un jour dans une telle situation, au moment où eux opprimaient les gens, qu'ils les jetaient en prison sans jugement, qu'ils les torturaient, qu'ils les exécutaient. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Alors, d'abord, premièrement, nous, pour Al-Adabiyat, on fait des analyses, on se base sur des données, mais alors il faut vraiment savoir que pour nous, c'est vraiment technique. Quand je dis c'est technique, nous, on a toujours dit qu'un régime démocratique, c'est un régime qui consacre d'abord et avant tout la séparation des pouvoirs. Quand on a la séparation des pouvoirs, un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif séparés, on a la garantie qu'il y a un minimum de contrôle de ces pouvoirs, de sorte qu'aucun de ces pouvoirs ne va dans l'abus. Alors, il y a déjà, si on a la séparation des pouvoirs, on a déjà cette dissuasion, c'est-à-dire, si vous avez ce système, j'imagine mal un président de la République qui sait qu'il y a vraiment une possibilité d'être poursuivi pour, par exemple, violation de la Constitution ou pour n'importe quel abus de pouvoir, imaginez, c'est-à-dire pouvoir faire des abus comme ça se fait aujourd'hui, ou imaginez manipuler la justice ou les services de sécurité, etc., comme ça se fait aujourd'hui. À partir de ce point-là, des gens qui étaient puissants à l'intérieur d'institutions qui sont considérées, qui sont puissantes, malheureusement, et qui sont connues, parce qu'on l'a dit dans notre communiqué, qui ne sont pas connues pour le respect des institutions, des personnes et de la Constitution. Des personnes, comme Al-Hassan, sont mis en prison en violation de loi, et on entend par la voix de leur avocat et de leur famille qu'il n'y a pas respect de la loi. Nous, on a fait ce communiqué pour dire que, puisque n'importe quel citoyen peut se trouver dans une situation où il pense que ses droits sont violés, la solution, c'est d'établir un état de droit qui consacre la séparation des pouvoirs. En ce moment-là, tous les citoyens vont être égaux devant la loi, et en ce moment-là, n'importe qui qui pense que ses droits ne sont pas respectés, peut faire appel, peut prendre l'avocat de son choix, il peut se présenter devant une justice indépendante pour revendiquer ses droits. Alors, on a profité de cette occasion pour justement, le dernier paragraphe, on a dit qu'il était temps à tout le personnel qui se considère comme faisant partie des puissants aujourd'hui, qu'ils comprennent que seule l'application de la loi et l'égalité devant la justice peuvent permettre à l'Algérie de sortir de ces crises récurrentes. Donc, nous, c'est à chaque
événement, on essaie de lancer un message, d'abord pour un peu dissiper la situation, parce que pour nous, avant que ça soit une mauvaise volonté d'un président ou une saute d'humeur d'un général ou d'un groupe ou d'un clan, c'est surtout une architecture du pouvoir qui ne permet pas du tout de faire fonctionner les institutions comme À ce sujet, Salah Debbouz, même si nous sortons un peu du sujet, mais en fait nous ne sortons pas, puisque nous parlons d'abus de pouvoir, de droits de l'homme, d'une conception de l'État. Si vous nous parliez de ce compatriote Rabbi Yarhamou qui vient de décéder dans un hôpital, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Alors justement, j'aime bien votre question, parce que là on va parler d'un citoyen. C'est un monsieur qui s'appelle Ben Cheikh Aïssa. Il a 49 ans. C'est un agriculteur. Il travaille, il a un petit champ à Al-Grara. Il travaille son champ. Il revient fatigué, rentre chez lui. Il est pris à Al-Grara. Pourquoi? Avec d'autres concitoyens. Ça, c'est un échantillon. Pourquoi il est pris? Parce qu'il est considéré comme un citoyen insoumis. Et quand je dis insoumis, c'est pas insoumis à une administration, c'est-à-dire qui pratique l'abus de pouvoir. Il n'accepte pas. Son seul tort, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'abus de pouvoir. Il est très correct. Mais il n'accepte pas, il ne veut pas être soumis à un abus de pouvoir. Il est considéré comme responsable de ce qui se passe à Gherdaya. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé à Gherdaya, qui sont en prison? Ce sont les citoyens, les activistes politiques, et les citoyens, soit les activistes politiques et même de la société civile, parce qu'il y a même un entrepreneur qui a osé dénoncer le comportement raciste d'un chef de la Daïra de Grara, qui est en prison parce qu'il a dénoncé ça. Donc les activistes de la société civile, les activistes politiques, soit qui sont en général de deux courants politiques. Mais parlez-nous de ce qui est arrivé à notre compatriote qui est décédé, pour ne pas trop déborder sur le sujet. Oui, alors Ben Cheikh Aïssa, quand il a été en mandat de dépôt, enfin, le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt, il a été arrêté. D'abord, il faut savoir qu'il a été arrêté en violation de la loi, la police l'a arrêté sans mandat d'arrêt, sans rien du tout. Donc, le juge d'instruction l'a mis en mandat de dépôt dans la prison de Gherdaya. Il a piqué une crise de nerfs. Il a eu c'est-à-dire une yara asabi, comme on appelle ça. Il a eu un problème dans son, c'est-à-dire, il n'était plus stable psychologiquement à l'intérieur de la prison. Les gardiens de prison ont cru, ils lui ont dit ainsi qu'à sa famille qu'il est en train de simuler un malaise. Il est resté dans cette situation jusqu'à ce qu'il soit presque au coma. Ils l'ont pris dans un hôpital, il est resté quelques jours. Et même dans l'hôpital, il n'a pas été pris en charge parce que j'ai reçu, ça fait 3 heures, un des membres de sa famille. Il m'a parlé de comment il a été même traité à l'hôpital. Il m'a choqué. En tout cas, on est en train d'enquêter sur ce dossier. Alors, à l'hôpital, imaginez que la veille de son décès, il lui fallait du sang. Ils ont ramené, sa famille a ramené des donneurs de sang à l'hôpital de Gherdaya. Ils leur ont dit que le labo ne travaille pas le soir, revenez demain matin. Et le lendemain, le bonhomme était décédé. Alors regardez, il a été maltraité en prison, il a été maltraité à l'hôpital jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Toute sa famille est encore choquée. Ce bonhomme, Ben Cheikh Aïssa, il faut savoir qu'il était en détention provisoire. Le juge d'instruction ne l'a même pas inculpé, c'est-à-dire non, je ne mets pas le tiham. Il est mort en prison. Il est mort dans l'indifférence et le silence de tout le monde. Dans l'indifférence et dans le silence total. Ouais. Puis, physiquement, il était complètement... Au moment où nous parlons de la détention d'un général-major qui, lui, quand il était au pouvoir, n'a respecté ni les gens, ni ceux qui étaient torturés, ni ceux qui étaient enlevés, ni ceux qui étaient séquestrés, ni celles qui étaient violées, ni celles qui étaient assassinées. Attendez, je vous en prie. Attendez, monsieur Jamal Bark. Oui. Je veux juste signaler une chose. Ce n'est pas la première mort d'un détenu dans ces conditions. C'est le deuxième. Et nous avons d'autres qui sont dans les mêmes conditions. Monsieur Affari Baouchi,
ex-maire de Brienne, est mort avec une dépression nerveuse qu'il a eue à Mnéa. Il a été transféré à Gherdaya, il est resté un mois à Gherdaya, il a été violemment traité à Gherdaya. Ils l'ont tabassé parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont il voulait... Nous y reviendrons, Salah Debboss, nous y reviendrons dans une autre émission. Moi, je voulais juste vous entendre évoquer ce cas pour faire la différence dans le traitement de généraux qui eux-mêmes ne respectaient pas le droit quand ils avaient le pouvoir et qui aujourd'hui se plaignent d'être victimes d'abus de droit dans un état de droit. Faisal Matawi, quelques questions de nos internautes, de nos amis internautes. Chemin de fer qui nous écrit: que vont devenir les différents relais du DRS dans toutes les structures publiques? Sont-ils menacés? Allons-nous assister à un règlement de compte? Est-ce que le nouveau régime, entre guillemets, va déployer de nouveaux agents ou sont-ils déjà opérationnels? Il n'y a pas de nouveau régime en Algérie. Est-ce que le régime... Le nouveau régime, ça veut dire le nouveau régime sécuritaire qui a remplacé le DRS. C'est le même régime, il n'y a pas de changement. Il y a eu un changement de nom, un changement de chef, mais le système est là, parce qu'il ne faut pas oublier que le général Toufik, qui est resté 25 ans, a bien sûr à son réseau, que Béchir Barrag est un général qui a toujours travaillé avec le général Toufik, il fait même partie de la promotion du tapis rouge, c'est-à-dire ceux qui ont été formés par l'ex-KGB russe, soviétique, à l'époque soviétique, et la structure, enfin le cœur du système, c'est que comme dans un système nucléaire, le cœur du système reste le même. Parce que le véritable changement, lorsque les services secrets seront mis sous la direction d'un civil et avec bien sûr un contrôle parlementaire et un contrôle du judiciaire, un contrôle populaire. Or, rien n'a été changé. Et surtout dans cette période, parce que il faut noter que le président Bouteflika, qui avait tous les pouvoirs depuis son arrivée en 1999, il a attendu son 4e mandat pour essayer de faire bouger les choses. Pourquoi il n'a pas fait cette réforme du service secret au premier mandat ou au 2e mandat? Donc on est dans la règlement de compte. C'est pour ça qu'il faut, je crois, relativiser cette volonté attribuée au président de civiliser, entre guillemets, c'est-à-dire rendre civil l'État et réduire de l'influence de l'armée. Or, vous avez remarqué que les prérogatives les plus importantes du DRS sont désormais sous le contrôle de l'état-major de l'armée. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? Alors, Tahar, la 7e wilaya. Comment trouvez-vous la réaction de la presse écrite et comment la trouvez-vous? Comment l'expliquez-vous? Vous savez, la presse écrite et la presse télévisuelle, parce qu'il faut parler aussi des chaînes privées, la presse a essayé de comprendre. Il est évident qu'il y a une partie des analyses qui ont été fausses, d'autres qui sont allés donc de le lynchage déjà, parce qu'en Algérie, malheureusement, on a cette culture, dès qu'un homme tombe, une personnalité tombe, on commence à le lyncher. D'autres ont pris sa défense. Donc disons, c'est allé dans tous les sens, mais ça c'est symptomatique d'une société où il n'y a pas de liberté. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas charger la presse de tous les mots ou de lui demander d'être libre ou plus libre que les parlements, que les partis, parce que même les commentaires des chefs de l'opposition étaient un peu curieux. On n'a pas entendu des chefs de parti, là je parle de tout le monde, aller dans l'analyse réelle, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le rôle du DRS, est-ce qu'il faut que ce rôle, comme l'a souligné le RCD, il me semble, de police politique c'est terminé, toutes ces questions, parce qu'il faut maintenant s'inscrire dans une logique du futur et sortir de cette logique de lutte de clan. La situation dans la région sahélienne, je le répète, est une situation très dangereuse, la situation économique du pays est maintenant périlleuse, donc je crois qu'il faut aller vers les véritables débats et essayer de sortir de cette lutte de clan. Alors justement, au sujet de la situation sahélienne, une autre question de Bouchour Abdelouab. Le général Toufik, qui était soutenu par les Américains, se trouve lâché par ces derniers. Est-ce que cette rupture est liée à l'affaire de Tigentourin? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, il faut prouver que le général Toufik était soutenu par les Américains. On ne le sait pas. C'est beaucoup de. C'est vrai que j'entends souvent parler de ça. On parle des Français, des Américains, de ceci, cela. Maintenant, l'affaire de Tigentourin, il faut s'intéresser des conditions de la venue de ces groupes terroristes qui sont venus de Libye avec une certaine liberté surarmée pour attaquer le sud-est algérien. Je ne crois pas que les Américains se soucient de la sécurité de l'Algérie. Il est vrai que leur stabilité
sécurité et là, de l'Algérie est souvent citée par les grands responsables et même les stratèges américains comme importante dans une zone trouble parce que toute la bande sahélienne est difficile et actuellement vous avez appris tout à l'heure, je viens de voir la dépêche, la situation se dégrade en Burkina Faso sur le plan politique et sécuritaire et donc disons que cette affaire de Tegun Touré, c'est vrai qu'elle n'a pas livré tous ses secrets, mais je rappelle que le général Abdelkader Touarabi, le général Hassan, qui est en prison actuellement pour des raisons qu'on ne connaît pas aussi, était dans cette opération, c'est lui qui donc a mené l'opération contre le groupe qui a attaqué le Tegun Touré. Restez avec nous, Faisal. Sofiane Chouiter, une question de ma part d'abord, avant d'en venir à celle de nos amis des réseaux sociaux. Est-ce que Tawfiq a profité de cette longue période durant laquelle il est resté à la tête du DRS et qui voyait ce DRS partir pièce après pièce, pierre après pierre, est-ce qu'il en a profité pour liquider des preuves éventuellement? Ça dépend quel genre de preuves vous parlez. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Pendant tout le temps qu'il était à la tête du DRS, il recevait des BRQ, bulletins de renseignement quotidien, qui étaient des synthèses de rapports émanant de tous les agents DRS au niveau de l'État, au niveau du territoire. Et c'est une synthèse de milliers de rapports. Et cette synthèse était résumée en une dizaine de pages. Et sur ces dizaines de pages, Tawfiq a noté au stylo de sa propre main des notes, des remarques. Mais ces remarques étaient comme des décrets qu'il signait. Par exemple, s'il dit neutraliser cette personne, ça voulait dire ce que ça voulait dire. S'il mettait, par exemple, une annotation muter cette personne, ça veut dire qu'il devait être muté, etc. Et donc, il y a des milliers de BRQ sur lesquels il y a des milliers d'annotations. Par exemple, ça, est-ce qu'il aurait profité pour les liquider? Bon, je ne sais pas, au niveau de l'expérience internationale, soit par exemple en Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est, en Irak après la chute de régime de Saddam Hussein, en Tunisie après la chute de Ben Ali, en Égypte aussi après la chute de Moubarak, c'est avéré que effectivement les services de renseignement ou les polices politiques n'ont pas réussi à détruire la majorité des archives de la méthode de travail, etc., et qui ont été utilisées après soit comme des preuves de poursuite pénale, soit comme un document pour éclaircir un peu sur ce qui se passe. Je ne pense pas qu'ils sont, pour l'instant, à ce moment-là, ils veulent détruire ces renseignements. Ils ont besoin de ces renseignements pour l'utiliser dans leur méthode, méthode de chantage, etc. Mais de l'autre côté, pour le cas du général Tawfiq, détruire ces preuves, ça ne va pas dire qu'il n'est pas responsable pour les agissements de ses agents lors de la sale guerre, les crimes contre l'humanité. Il y a vous savez, l'Algérie a ratifié entre autres les conventions de Genève relative au droit international humanitaire et aussi le protocole additionnel à ces conventions. Il y a une disposition d'ailleurs, c'est la disposition de l'article, l'alinéa 2 de l'article 36 qui parle de la responsabilité du chef hiérarchique, le chef militaire hiérarchique. C'est-à-dire que il ne se fait pas que tu as ordonné, écrit ou verbalement à tes agents de commettre des crimes, que tu deviens responsable. Non, le fait que tes agents ont commis ces crimes et que tu as en connaissance de ces crimes, ou au moins tu as en possibilité de connaître que tes agents ils sont en train de commettre des crimes et tu n'as pas pris des mesures de sanctions contre ces auteurs de ces crimes ou de prévenir la commission dans le futur de ces crimes, tu deviens responsable pénalement et disciplinairement. Donc d'ailleurs, Pinochet, par exemple, ou Milosevic, ou Charles Taylor, il n'y a pas de preuves qu'ils ont participé directement à des commissions de crimes. C'est pas Pinochet, par exemple, qui a torturé lui-même. Mais il était au courant de ce que ses agents, parce qu'il était
chef suprême des armées, la direction de la police politique à cette époque, la DINA, il était sous sa direction, etc. Il connaissait les agissements, il était en position de connaître que ces agents sont en train de commettre des crimes. Donc il est devenu complice de ces crimes. La même chose pour Tawfiq, en dehors de s'il y a des preuves qu'il a ordonnées ou qu'il n'a pas ordonné la commission, il était au courant que les agents de la DRS, tous les différents centres qui appartiennent à la DRS, ils ont commis des crimes contre l'humanité. En tous les cas, les organisations internationales, ils ont informé non seulement les autorités algériennes à cette époque, mais l'opinion publique, les médias, la presse a toujours relaté les différents rapports des ONG sur la situation des droits de l'homme. Donc il est au courant des agissements de ces agents. Il faut que lui démontre qu'il a sanctionné des agents de son service qui ont commis des crimes et qui a pris des mesures de prévention. Tu vois, en dehors de ça, il y a une présomption forte qu'il est responsable finalement des crimes de ces agents, même s'il essaye de détruire, comme tu l'as dit, les preuves. Ça ne l'épargne pas de la responsabilité pénale et disciplinaire de ces crimes. Alors, une autre question de Kamal Haïdar. Mais vous y avez répondu tout à l'heure, mais je la pose quand même. Je vous repose tout de suite la deuxième. La promotion du retraité Tartag laisse entendre qu'il n'y a eu aucun changement. Nous aimerions entendre ton avis. Shukran. Allez, vous est destiné. Donc, rapidement. Moi, personnellement, je suis d'accord avec cette interprétation. Il n'y a pas une autre interprétation. Le fait de désigner un ancien impliqué dans des crimes contre l'humanité, quelqu'un qui a géré un centre, le centre principal militaire d'investigation de Ben Aknoun, qui est considéré par Amnesty International, par d'autres ONG comme un véritable centre de détention. C'est une véritable machine de mort, que des anciens officiers de l'armée, comme le capitaine Ahmed Chouchen, qui a témoigné d'ailleurs qu'il a torturé par ce général, l'ancien colonel des services de renseignement du DRS, Mohamed Samraoui, parle de la création des escadrons de la mort, les exécutions des personnes. D'ailleurs, il relate même un ordre que son supérieur à cette époque, le général Kamal Abdelrahman, qui était le directeur de la direction centrale de la sécurité de l'armée, qu'il a dit que tous les intégristes irrécupérables, il faut pas les transférer à la justice. Ça veut dire qu'il faut les liquider. Donc, c'est-à-dire les islamistes qu'on n'arrive pas à les retourner, qu'ils travaillent pour les services, il faut les liquider. Donc c'était clair. Alors, une autre question du même Kamal Haïdar. Il vous demande de lancer un défi. Alors, je lis, cher Sofiane, lance un défi, sinon une invitation au général Tawfiq, qui aujourd'hui, en tant que simple citoyen, n'a plus de réserve pour s'expliquer en direct sur l'accusation sur l'assassinat, l'accusation d'assassinat de Abdelkader Hachani. Oui, en fin de compte, en principe, actuellement, le général Tawfiq, il s'est libéré de l'obligation de réserve, au moins en ce qui concerne des événements qu'a connu l'Algérie. On va pas lui demander, moi je suis prêt à... je l'accuse moi personnellement, juridiquement, qu'il est responsable des crimes contre l'humanité. Je peux le solliciter qu'il m'attaque en diffamation ici devant les tribunaux canadiens pour ça. C'est là le courage. Bon, on va pas lui demander de nous révéler les secrets d'État qui peuvent nuire à la sécurité nationale de l'Algérie. On va pas lui demander combien d'agents infiltrés un peu partout dans le monde ou quels sont les responsables dans des pays étrangers qui travaillent pour le DRS, etc. Non, on va demander comment on a pris la décision d'arrêter le processus électoral, comment ça a été l'assassinat de Mohamed Boudiaf, la politique des disparitions forcées qui a été déroulée pendant des années, malgré les alertes des organisations de défense des droits de l'homme, malgré les dénonciations. Pourquoi vous n'avez pas agi? Tu vois, moi j'aimerais bien que vous, M. Jamaldine, si vous avez la possibilité
d'au moins de le contacter ou de contacter ses proches. Pourquoi pas? Le peuple algérien, il a le droit d'être informé. Peut-être qu'il nous donne sa version. L'invitation est lancée, Sofiane Choueter. Monsieur le général Tawfiq, si vous m'entendez, je suis sûr que vous m'entendez, je vous invite donc à venir vous expliquer face au peuple algérien, si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous êtes un vrai sauveur de la République, si vous avez sauvé l'Algérie, venez ici, nous allons vous recevoir avec du thé et des petits fours et nous vous demanderons de vous expliquer et de nous dire que vous n'avez rien à voir dans l'assassinat des Algériens, dans le carnage des Algériens, dans la torture des Algériens, dans l'enlèvement des Algériens et dans le pillage de l'Algérie. Voilà, l'invitation est lancée. Faisal Mattawi, des questions toujours de... Aujourd'hui, finalement, ce n'est pas vous qui posez les questions, on vous en pose, d'internautes. Vous êtes avec nous, Faisal? Oui, je suis là, Jamal. Alors, Jamal Dhaïri, qui se demande ce que va devenir Tawfiq, parce que, dit-il, de toutes les façons, ils ne vont pas lâcher comme ça, dans la rue, anonymement, avec tous les secrets du pays qu'il a en tête. Est-ce qu'ils ne vont pas plutôt l'utiliser ultérieurement d'une autre façon? Moi, je ne pense pas que le général Tawfiq, avec son expérience, se laisse utiliser, parce que c'est un terme qui veut dire énormément de choses. Mais vous savez qu'en Algérie, il faut revenir à l'histoire, parce que malheureusement, nous avons une mémoire très courte. Les généraux en Algérie, lorsqu'ils sont en retrait de la vie politique ou de la vie institutionnelle ou la vie opérationnelle, c'est là où ils deviennent plus influents. Rappelez-vous le général L'Arbi Belkher, qui a été à l'origine de la venue du président Bouteflika en 1999. C'était pas le général L'Arbi Belkher, alors qu'il n'avait aucun poste. La même chose pour le général Khaled Nizar, la même chose pour le général Ben Abbas Ghaziyel, la même chose pour le général Mohamed Al-Ammari, etc. Et donc je crois qu'un général, surtout de la stature du général Tawfiq, qui a pendant longtemps travaillé dans les services secrets, vous avez évoqué des dossiers, etc. Il est normal qu'il ait beaucoup de dossiers. Je crois que soit il va être à la retraite, c'est un homme très réservé, il ne parle pas beaucoup. Bien sûr, tout le monde souhaite que le général Tawfiq écrive ses mémoires pour nous dire des choses, parce qu'il y a plein de choses qu'il pourra nous dire. Mais disons que il va peut-être se mettre en retrait, ou peut-être que le président Bouteflika va le rappeler pour un autre poste, parce que vous savez, Bouteflika est capable de le faire. Rappelez-vous, le général Tartag était mis à la retraite, puis il a été rappelé comme conseiller à la présidence. Donc tout est possible en Algérie. Abdelghani Dorman, c'est plus un commentaire qu'une question, mais je vous la pose en question. Tawfiq a été humilié, trahi, esseulé, sachant que son bras de fer avec le duo d'état-major de l'AMP et le clan présidentiel était comme cause perdue. Il a cédé, mais suite à un arrangement. Maintenant que l'écueil a été écarté, l'agenda de la succession du président peut se mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait qu'on nous explique c'est quoi l'agenda. Est-ce que réellement le général Tawfiq a cédé? Est-ce que c'est pas une manœuvre de lui-même? Parce que vous savez, c'est un homme qui connaît très très bien le système de l'intérieur. Il a été avec 5 présidents de la République. Il a été avec une vingtaine ou peut-être trentaine de gouvernements. Et il connaît parfaitement les entrées pour le système. Il pourrait lui-même tirer son épingle du jeu parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que sincèrement, moi, je n'aime pas trop que les gens schématisent. On parle de victoire du président. Est-ce que réellement il y a une victoire du président? Et est-ce que c'est le président Bouteflika lui-même qui a pris cette décision? Est-ce que cette décision n'a pas été prise dans son dos, comme d'autres décisions? Donc nous n'avons pas de réponse à toutes les questions. Et donc je pense que on va rentrer dans le vif du sujet à partir de ce moment-là, parce que reste-t-il au président Bouteflika? Il lui reste une chose, amender la Constitution comme il voudrait le faire, et peser sur celui qui va le succéder en 2019, s'il n'y a pas d'ici là des élections législatives, plutôt des élections présidentielles anticipées. Alors, vous parlez de Bouteflika qui peut rappeler éventuellement Tawfiq, comme il l'a fait pour Tartag. Un internaute, Lougan Esfiane, vous dit, est-ce que c'est vrai que ce président agonisant a vraiment la capacité de limoger un des vrais caciques de ce pouvoir en 2015, alors qu'il ne l'a pas fait quand il était en bonne santé?
Oui, ça c'est une question, effectivement, parce que c'est même une énigme. D'ailleurs, beaucoup de confrères étrangers m'ont appelé d'Europe et d'Amérique du Nord pour me poser la même question. Est-ce que le président en fin de règne, on peut supposer qu'il est en fin de règne. Bien sûr, rien n'est tranché. Même avec ces termes, il faut être prudent. Peut-il prendre ses décisions? Mais je me dis que peut-être que c'est lié à une certaine psychologie. Le président Bouteflika voudrait rentrer dans l'histoire. Parce que qu'est-ce qu'il lui reste pour rentrer dans l'histoire? C'est de faire chambouler un système qui était ou l'apparence d'un système, c'est-à-dire éloigner celui qui le représente. Et qui est mieux que le général Toufik qui représente le système qui est en place depuis au moins 25 ans. Mais cette décision ou ce départ du général Toufik est venu après d'autres décisions. Parce qu'on ne fait pas attention, il y a eu au moins 5 ou 6 généraux qui auront été écartés. Est-ce que c'est un agenda interne? Parce qu'il se pourrait qu'on ait aussi face à un agenda extérieur. C'est une probabilité. Très très bien. Merci Faisal. Dernière question à Saleh Debbouz d'un internaute, Anis Mihoubi. Aujourd'hui, on a essayé de poser le maximum de vos questions, puisque c'est la première fois qu'on fait cette essai. On évaluera après. Saleh Debbouz, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui. Alors, Anis Mihoubi vous dit, ma question aux invités est la suivante. Après le départ de Toufik, est-ce que Saïd Bouteflika s'est assuré automatiquement de la succession de son frère? Écoutez, moi je vais vous donner un avis maintenant, c'est pas le militant des droits de l'homme qui parle, mais c'est le citoyen. Alors là, moi j'ai l'impression que le service de renseignement qui gouvernait l'Algérie et qui était un service de renseignement attaché à l'armée, c'est-à-dire on l'appelait dans les années 70, les années 80 la sécurité militaire, après le DRS, j'ai l'impression que ce service a basculé, il a pris une autre forme, qui devient un service de sécurité non militaire mais monétaire. C'est-à-dire il s'appuie maintenant sur les gens qui ont de la monnaie et qui manipulent tout. Donc peut-être ça peut expliquer que des militaires cèdent devant une nouvelle puissance qui est en train de se construire en Algérie. On dit qu'à la tête de ces services, il y a le frère du président. Si c'est le cas, nous allons vers une situation chaotique. Nous avons déjà, je vais vous donner un indice, le code de procédure pénale qui a été publié au journal officiel sur ordonnance, il n'est pas passé en discussion à l'APN, et prévoit que ceux qui ont de l'argent peuvent payer, si vous voulez, Jamal, on peut discuter de ça après, peuvent payer pour ne pas être poursuivis. Je peux vous expliquer ça, quelqu'un qui aimait. Alors ça peut couvrir cette nouvelle équipe de renseignement qui s'appuie sur la monnaie et sur l'influence. Retour au Moyen-Âge. Voilà. Merci Saleh Debbouz. Merci Sofiane Schwitter. Merci Faisal Mattawi. J'espère vous retrouver bientôt dans nos autres émissions. Merci d'avoir suivi cette émission. Salam alaikum. Qawala khair. Slama.